Bonjour à toutes et tous. Merci d'être nombreux et nombreuses pour cette édition du séminaire des rencontres de PSSP, hein, qui sont des rencontres annuelles. On va peut-être on va, on va demander aux personnes qui ne sont pas intervenantes de bien vouloir couper leur micro. Comme ça, on pourra commencer. Super. Bonjour à toutes et tous. Merci d'être venus nombreux et nombreuses à ce séminaire du Philanthropy and Social Sciences Programme. Donc, pour les personnes pour qui c'est la première fois, les rencontres de PSSP, ce sont un séminaire qui invite en général des chercheurs, chercheuses et des praticiens et praticiennes de la philanthropie pour s'interroger sur des questions d'actualité scientifique sur la philanthropie. C'est un programme qui a été créé en 2018 sous l'égide, enfin en tout cas soutenu par la Fondation de France, par la Fondation Carasso et Caritas France. Et on organise chaque année 4 à 5 rencontres voilà, sur ce type de questions. On a la chance aujourd'hui d'accueillir Anne Bory, qui est responsable du programme de PSSP et du groupement de recherche PSSP. Je vais lui laisser la parole pour qu'elle puisse se présenter. Non, non, bah, merci Rémi. Donc peut-être juste un petit mot. Bonjour à toutes et à tous. Euh, pour vous dire, et que vous le voyez, que je ne suis pas Nicolas Duvaux, qui a fondé PSSP et qui a pris récemment des responsabilités en lien avec la philanthropie à l'Université de Genève et qui donc m'a passé la main pour l'animation de PSSP et du groupement de recherche, donc puisque PSSP a reçu l'aval du CNRS et le soutien du CNRS pour qu'il y ait désormais un groupe de recherche soutenu par le CNRS sur la philanthropie. Euh, voilà, c'était aussi pour rappeler un tout petit peu l'histoire de ce programme. Nicolas en a été la cheville ouvrière. Il va continuer à suivre les travaux de PSSP et à être très régulièrement présent. Mais donc, il s'excuse pour aujourd'hui. Et donc, je repasse la parole à Rémi qui a organisé cette séance et qui va l'animer. Ouais, merci Anne. Donc c'est vrai que c'est la rencontre d'aujourd'hui, donc intitulée Philanthropie et mouvements sociaux, quelle forme d'alliance? Elle s'inscrit dans un cycle de conférences qu'on a engagé depuis septembre sur les formes d'engagement philanthropique. Elle fait suite notamment à une rencontre sur le soutien de la philanthropie à des mobilisations civiques et citoyennes, à une autre rencontre en décembre dernier sur les enjeux du financement du secteur associatif. Et elle sera normalement suivie d'une dernière rencontre pour ce cycle euh, sur les questions de la prise en charge de l'exil, qui elle-même répond à une précédente conférence qu'on avait eue en juin dernier. Toutes les conférences sont disponibles sur YouTube, sur la page du PSSP Lab, donc n'hésitez pas à les visionner. Et voilà, pour revenir à la rencontre d'aujourd'hui, donc on s'est dit qu'il était intéressant d'interroger un peu les liens entre philanthropie et mouvements sociaux parce que on voit qu'il y a des acteurs philanthropiques qui sont ouvertement conservateurs et qui commencent à investir l'espace public en France et en Europe, et aux États-Unis aussi d'ailleurs. Et il nous est apparu intéressant d'observer comment certains de ces acteurs philanthropiques se saisissaient au contraire d'autres enjeux qualifiés plutôt de progressistes, tels que le féminisme, l'antiracisme ou l'écologie. Comment ils cadrent ces questions-là, et aussi à quels risques financiers, réputationnels, politiques ils pourraient éventuellement s'exposer. Et en retour, comment ces interventions, elles peuvent aussi être perçues par les organisations du mouvement social, par les militants et les militantes qui sont engagés dans ces luttes. Et alors, pour se poser ces questions ensemble, on est ravi d'accueillir Thomas Chevalier, qui est chercheur postdoctorant à l'Université catholique de Louvain et chercheur associé à l'Université de Lille. Il a étudié un mouvement social qui vise à lutter contre l'incarcération de masse à Los Angeles dans le cadre d'une bourse Fulbright. Julien Talpin, on est ravi de l'accueillir aussi, qui est directeur de recherche CNRS à l'Université de Lille et spécialiste du community organizing américain. Il travaille aujourd'hui plus sur les questions de liberté associative, il nous en dira plus. Et enfin, on est ravi d'accueillir Catherine Zawodska, qui est responsable du mécénat et des partenariats
à la Fondation pour la recherche sur l'endométriose. Et en fait, cette Fondation pour la recherche, elle est membre d'une coalition pour une philanthropie féministe, une initiative qui s'est créée récemment et qui vise à identifier des projets en faveur de la cause des femmes dans le champ philanthropique. Donc, merci à vous trois d'être parmi nous. Et peut-être pour commencer, on s'est dit qu'il pouvait être intéressant de poser quelques définitions et que chacun d'entre vous puisse, d'une part, se présenter et présenter un peu d'où vous parlez et quelle notion, quel sens vous donnez en fait à cette notion de mouvement social. Pour commencer, Thomas, peut-être? Oui, alors merci, bonjour à tous, toutes. Merci beaucoup hein, PSSP voilà, de m'avoir invité ici et à vous tous, toutes d'être présents pour nous écouter. Alors juste voilà, pour rentrer dans le vif du sujet, moi dans mes recherches, je m'interroge sur les conditions de financement, je dirais, d'une vie civique qui puisse jouer un rôle d'innovation démocratique et de contre-pouvoir, hein. Comment faire pour que des personnes et des collectifs dédient du temps pour travailler à rendre visibles certains enjeux et causes qui, sans eux, ne seraient pas visibles. Hein, comme disait déjà Tocqueville dans De la démocratie en Amérique, une vie civique dynamique, c'est une condition importante pour garantir le fait que l'État reste démocratique hein, et qu'il ne se change pas en tyrannie. On voit bien à quel point cela est aujourd'hui d'actualité. Voilà. Or, du coup, dans le monde actuel, pour que des personnes dédient de leur temps à la vie civique, on voit bien qu'on ne peut pas compter seulement sur le bénévolat. Il faut de l'argent pour les rémunérer. Et c'est de là dont je pars, hein, de cette grande question qui m'a amené donc à faire plusieurs recherches, dont cette recherche que j'ai eu la chance de réaliser à Los Angeles, où je savais notamment par les travaux aussi de Julien Talpin qu'une vie civique à vocation critique particulièrement dynamique existait notamment par le biais de financements substantiels provenant de fondations progressistes. Et c'est en arrivant que j'ai découvert le mouvement local de lutte contre l'incarcération de masse, qui est aussi un mouvement de lutte contre les violences policières. Donc voilà, je parle ici d'incarcération de masse. On ne peut pas revenir sur les formes de ce phénomène, mais on peut simplement rappeler que les États-Unis sont le pays qui emprisonne le plus au monde, hein, et que la Californie et plus particulièrement LA sont parmi Los Angeles sont parmi les lieux les plus marqués par l'incarcération de masse des jeunes, des populations issues des communautés noires, voilà. Et donc le mouvement contre ce phénomène, il est constitué de coalitions larges d'organisations, de professions, également engagées dans la lutte contre le racisme, les discriminations, les inégalités environnementales, le droit des femmes, des personnes LGBTQI+. Voilà, des coalitions qui sont animées qui sont aussi animées par certaines organisations et militants se disant abolitionnistes, hein, c'est-à-dire qu'ils et elles défendent l'idée d'abolition des prisons et de la police et le financement à la place d'une infrastructure, ils disent une infrastructure d'organisation orientée vers le care, hein, donc le care en anglais, le soin, notamment de santé mentale, mais voilà aussi un certain nombre de services, logement, loisirs, formation, et donc des organisations qui émanent des quartiers, des communautés. L'expression utilisée, c'est impacté par le système carcéral. Voilà, donc c'est l'étude de ce mouvement qui m'a permis d'aborder de manière originale la question du rôle de la philanthropie progressiste dans la formation de ce mouvement social, notamment enfin, voilà, de plusieurs fondations dont je parlerai. Et voilà, et notamment ensuite de la réappropriation, enfin voilà, et notamment autour de 2020 avec les mobilisations en réaction à la mort de George Floyd. Voilà. Merci Thomas. Peut-être que Julien, vous voulez continuer et... Je peux enchaîner, absolument. Bonjour à tous et toutes. Très content de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui. Deux mots pour dire un peu d'où je parle. Donc effectivement, moi je suis pas spécialiste de la philanthropie et je l'ai touché du doigt en fait de différentes façons au cours de différentes enquêtes depuis une dizaine d'années. D'un côté, j'en dirais un peu plus tout à l'heure. euh, dans le cadre de recherche effectivement que j'ai mené aux États-Unis et à Los Angeles également sur le community organizing et sur ces modalités de financement par des fondations philanthropiques. J'ai aussi en fait
toucher du doigt, en tout cas, la question des ressources matérielles sur lesquelles peuvent s'appuyer les mouvements antiracistes en France aujourd'hui et leur soutien par des acteurs philanthropiques, et j'en parlerai aussi un peu tout à l'heure. Et puis je travaille en fait plus systématiquement ces dernières années, y compris avec Thomas, sur la question plutôt du financement public en fait des libertés associatives, à la fois par les contraintes que ça génère et les opportunités peut-être que ça pourrait susciter. Et donc, j'en dirai aussi deux mots à la fin. Et peut-être un élément pour répondre quand même à la question sur qu'est-ce que c'est qu'un mouvement social, euh, une question qui a été posée, je crois. On peut définir un mouvement social comme une action collective en vue de défendre une cause, qu'elle soit progressiste ou non progressiste. Une des questions que ça pose, au fond, c'est au fond, un mouvement social peut être arrimé à des organisations structurées, des associations ou des syndicats en particulier, mais aussi à des collectifs informels, ce qui peut poser la question de leur modalité de financement. Sachant que ce qu'a bien montré la sociologie des mouvements sociaux depuis une dizaine ou une quinzaine d'années, c'est ce qu'on appelle une forme de désinstitutionnalisation des mouvements sociaux. Bon, ça a été notamment travaillé dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes en France, et donc le fait que la défense des causes ne passe plus nécessairement par la structuration en organisation pérenne, qui prendrait par exemple la forme de l'association 1901, ce qui a quand même des incidences sur leur modalité de financement éventuelle. Alors, je sais qu'il y a des réflexions là-dessus au sein des mondes philanthropiques, mais je pense que ça pourrait être intéressant qu'on en discute. C'est comment, d'une certaine façon, prendre en compte et poser la question des conditions matérielles des mobilisations dans un contexte, justement, où celles-ci ne prennent plus nécessairement ou toujours la forme de mobilisation structurée. Bon, de fait, et on pourra peut-être y revenir un petit peu tout à l'heure, j'ai travaillé aussi donc, sur le mouvement Black Lives Matter aux États-Unis, qui est un mouvement social donc antiraciste très très important et qui est une bonne illustration d'une certaine façon de ce qu'est un mouvement social, je crois. Mais on pourra dire la même chose, on en parlera tout à l'heure, j'imagine, du mouvement féministe et de MeToo, par exemple. Et BLM, typiquement, c'est un mouvement qui a émergé de façon très informelle et qui s'est progressivement structuré avec des organisations qui se sont créées ensuite, ce qui a permis derrière ensuite de les financer. Voilà. Donc je pense que c'est important en tout cas de prendre en compte la forme organisationnelle quand on pose la question des ressources sur lesquelles peuvent s'appuyer ces mouvements sociaux. Merci beaucoup, Julien, pour ces éléments de définition assez riches. Et j'en profite pour passer la parole à Catherine. Voilà. Oui, donc moi je ne suis pas chercheuse, je représente aujourd'hui la coalition pour une philanthropie féministe. De fait, cela fait 4 ans et demi que j'ai participé à la création de la Fondation pour la recherche sur l'endométriose, qui est une maladie incurable, faute de financement public et faute de chercheurs. Et en fait, cette expérience en tant que responsable du mécénat et des partenariats entreprises m'a conduit à observer que dans les appels à projets des fondations et des fonds, et puis ou tout type de véhicules philanthropiques, c'était compliqué de faire entrer l'endométriose dans ces cases-là. Et ça m'a beaucoup interpellée. Et puis on a mené aussi des activités de plaidoyer. Et lorsque la coalition s'est créée, c'était en 2023, et elle avait pris la parole dans le cadre des journées à Annecy, des journées du Centre français des fonds et des fondations. Voilà, cette coalition m'a beaucoup intéressée, donc du coup, voilà, j'y ai représenté la Fondation pour la recherche sur l'endométriose que je quitte à la fin de la semaine. Donc j'ai une position pas très confortable, mais je suis vraiment là pour représenter la CPF. Donc, qu'est-ce que c'est que cette coalition? Ce sont 10 organisations d'intérêt général, distributrices, certaines peuvent être opératrices, mais surtout distributrices, qui s'est créée en 2023. Je vais demander à Rémi de vous mettre dans le chat la liste des 10 fondations et fonds. Et le postulat de départ, c'est que l'égalité de genre est un droit fondamental. Conviction aussi partagée que l'égalité de genre, si elle était respectée mieux, ou si on arrivait à la mettre en place, serait un facteur de stabilisation démocratique, un facteur de développement économique et un facteur de bien-être. Et les bailleurs à l'origine de cette CPF
ont la conviction que les bailleurs privés, notamment, ont un rôle et une responsabilité importante pour promouvoir et réaliser l'égalité de genre. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le postulat qui nous réunit. Et cette CPF, elle s'est créée, je trouve ça très intéressant, parce qu'il y avait eu quelques études menées par, d'une part l'OCDE, par la Fondation de France, etc., qui observaient que le financement des organisations sur le thème de l'égalité de genre, que le financement était considéré comme insatisfaisant. Pour donner juste un chiffre, par exemple, 1% des flux philanthropiques vont vers des organisations de défense des droits des femmes. Le budget aussi, ça c'est une autre étude, le budget des organisations qui sont sur le terrain considérées comme féministes pour la protection des droits des femmes, leur budget annuel des associations est inférieur à 50 000 euros et pour certaines inférieur à 30. Je crois que c'est 15% de ces organisations féministes ont un budget annuel inférieur à 35 000 euros. Voilà. Et puis l'étude de la Fondation de France montrait aussi que un tiers, que les femmes représentaient un tiers des administrateurs dans la gouvernance des fonds et des fondations en France, alors que les femmes représentent 72% des salariés. Voilà. Donc c'est voilà, pour vous parler voilà, de cette égalité de genre qui est vraiment un droit fondamental. Et donc cette fondation, cette CPF, s'est donné trois missions. La première, c'est d'accroître la visibilité de la thématique de l'égalité de genre au sein de la philanthropie. Deuxième mission, c'est d'augmenter ses ressources. Et avec l'idée et l'envie, en tout cas, d'augmenter les ressources en mutualisant ses ressources matérielles, mais aussi ses ressources humaines et, et les expertises pour accroître l'impact, ma foi, des acteurs de la philanthropie pour promouvoir l'égalité de genre. Voilà. Je vais peut-être m'arrêter là, mais il me semblait important de, voilà, la Fondation Recherche Endométriose, si vous avez des questions à la fin, pourquoi pas, mais je suis vraiment là pour représenter la CPF. Merci beaucoup, Catherine. Alors, comme Thomas et Julien ont pu déjà travailler sur des exemples américains où, en fait, il y a déjà eu des mobilisations sociales dans les années 2000, dans laquelle la philanthropie a, d'une certaine manière, accompagné les mouvements sociaux. Je me tourne vers vous pour qu'on puisse faire un peu voilà, ce détour américain qui vienne peut-être éventuellement rétro-éclairer ce qui pourrait ou ce qui est en train de se passer en France, vous nous le direz. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu ce que vous y avez vu et justement comment ces exemples américains ils peuvent contraster ou au contraire être similaires à la situation française? Quels enseignements en tirer pour le cas français? Avec Julien? Eh ben, on est parti avec plaisir. Euh, donc, effectivement, j'ai fait une enquête alors, il y a maintenant une dizaine d'années, puis j'ai poursuivi un peu après. Donc, sur ce qu'on appelle le community organizing, ce sont des organisations dans des quartiers populaires qui visent à mobiliser les classes populaires de de ces quartiers-là autour de différentes campagnes qui peuvent concerner l'éducation, le logement, la santé, éventuellement les relations avec la police organisation qui s'appuie très majoritairement sur des financements philanthropiques. Alors, c'est variable selon les organisations sur lesquelles j'ai travaillé, mais environ 80 à 90% de leur budget est issu de fondations. Et moi, une des questions qui m'a intéressé, c'était de saisir dans quelle mesure, à la lumière d'une question qui est assez classique dans la littérature scientifique sur ces questions, mais qui, je crois, anime aussi les acteurs, au fond, de voir les conséquences de ces financements en termes potentiellement de modération des revendications, de canalisation de l'action ou de réorientation de l'action de ces associations, etc. Et donc, moi, plusieurs éléments m'ont surpris sur le terrain, donc je voudrais faire part ici. Premier élément, parce que moi, j'arrivais sur le terrain avec un peu mes lunettes françaises, et donc que des fondations puissent soutenir des associations qui parlent de racisme d'État, de définancement de la police ou de définancement de la prison. Je passerai la balle à Thomas ensuite. Ça me semblait déjà relativement exotique par rapport à ce que je pouvais observer en France, où ce type d'organisation avait du mal à obtenir des financements, qu'ils soient privés ou publics. Et donc, c'était un peu interrogé sur les conditions sociales de possibilité d'acteurs politiques malgré tout radicaux, pour le dire comme ça.
Et autre élément qui m'a surpris, c'est que les organisations que j'étudiais n'avaient pas le sentiment d'une perte d'autonomie ou d'être sous la tutelle de leurs financeurs et donc des fondations qui les soutenaient et n'avaient pas non plus, moi j'ai posé des questions assez directement, alors il peut y avoir un effet d'enquête, mais d'avoir le sentiment de s'être déradicalisé à mesure qu'elles étaient de plus en plus financées et soutenues financièrement, puisque moi j'ai plutôt étudié des associations, on va dire, de taille moyenne, qui avaient des budgets entre 1 et 3 millions de dollars, ont plutôt connu une trajectoire en fait de croissance de leur financement. Donc bon, ceci explique un peu cela. C'était quand même plutôt des associations en croissance et pour qui ça allait plutôt bien, d'une certaine façon, et donc voilà, qui était satisfait. Alors, comment expliquer, au fond, ce sentiment de non-perte d'autonomie, pour le dire comme ça, euh, des organisations que j'ai étudiées? Un, ce qui mettait beaucoup en avant, c'est la multiplicité de leurs financeurs, le fait qu'ils avaient une dizaine de financeurs en simultané, si bien qu'ils pouvaient se permettre de déplaire à l'un d'entre eux sans risquer la survie de leur organisation. Bon, c'est assez classique, hein, le multifinancement comme condition de l'autonomie. Autre élément qui m'a frappé, que j'ai pas travaillé systématiquement, et je pense que c'est une question intéressante en fait de recherche, c'est un truc qui est beaucoup revenu, c'est les fondations ont autant besoin de nous que nous avons besoin d'elles. Voilà, ce discours-là, en fait, revenait beaucoup. Et l'idée selon laquelle, au fond, le rapport de force n'est pas complètement unilatéral et asymétrique, allant des financeurs vers les financés, mais que voilà, les fondations ont elles-mêmes leur projet philanthropique et leur projet politique, d'une certaine façon. Et donc, pour le voir advenir, elles ont besoin de ces organisations-là, sachant que, je ne l'ai pas précisé, c'est quand même un élément important pour notre séance, qu'elles n'étaient pas financées, je crois que Thomas y reviendra de façon peut-être plus détaillée, euh, c'est qu'elles étaient principalement soutenues par des fondations qui se définissent comme des fondations de mouvements sociaux ou des fondations qui défendent la justice sociale et la justice raciale. C'est comme ça que c'est caractérisé aux États-Unis et qui vivent leur projet philanthropique comme un projet proprement politique, qui a un agenda politique de promotion de l'égalité qui est central pour ces fondations-là. Bon, je passe, Thomas, je crois, il reviendra. Je me permets juste d'ajouter un point qui me semble intéressant à discuter, peut-être deux points. C'est, au fond, de poser assez centralement la question, est-ce que les directeurs d'associations que j'ai rencontrés s'illusionnent quand ils affirment ne pas être canalisés, déradicalisés ou détournés de leur projet associatif par leur financement. Moi, l'effet principal que j'ai pu voir, c'est moins un effet de réorientation de l'agenda des organisations et donc éventuellement de déradicalisation, qu'un effet de professionnalisation. C'est principalement ça, voilà, qui s'est passé, c'est-à-dire que de par des financements croissants dans le temps de ces organisations-là, le nombre de salariés qu'elles comprennent devient de plus en plus important, ce qui a des conséquences importantes en termes de rapport de pouvoir au sein des organisations et des associations en tant que telles, où les salariés vont bénéficier d'un pouvoir croissant au sein des associations pour définir l'agenda, quand bien même ce genre de choses est parfois un peu dénié, on continue à affirmer que le board, au fond, le conseil d'administration de l'association demeure celui qui va déterminer les orientations de l'organisation. Ça me semble un petit peu plus complexe que cela, je ne rentre pas dans les détails ici, mais la professionnalisation s'est traduite par un pouvoir accru des salariés dans la définition de la ligne de ces associations. Et de par le profil des salariés, ça ne s'est pas nécessairement traduit par une réorientation significative de la ligne défendue par ces organisations qui, malgré tout, sont des organisations légalistes, qui ne sont pas des organisations qui font de la désobéissance civile, etc. Malgré tout, moi, ce que j'ai quand même tiré de conclusion de mon enquête, c'est qu'il était possible, d'une certaine façon, de bénéficier de ressources philanthropiques importantes sans nécessairement que cela se traduise par la canalisation ou la réorientation du projet associatif. Et donc, c'est une question dont on pourra peut-être rediscuter. Je ne vais pas essayer de pas être trop long pour commencer. Ah ouais, bah du coup, je vais continuer. Ça va aller enfin, voilà, dans la continuité. C'est juste rappeler vraiment, voilà, enfin, quelque chose qu'on sait a priori tous tout ici, mais voilà, le secteur
philanthropique américain, donc qui est beaucoup plus développé qu'en France historiquement. Et en fait, ce qui est intéressant de dire, c'est qu'il existe vraiment aux États-Unis une véritable culture du don, alors que la vie civique française elle a connu jusqu'à aujourd'hui une certaine forme quand même d'hégémonie de la subvention, tandis que le don philanthropique est resté marginal. Et ça, c'est bon, c'est assez important à... Bon, voilà, Julien, il a parlé du développement à Los Angeles de cette philanthropie progressiste orientée vers la justice sociale. Euh, Moi, donc le renouveau de ce que j'ai appelé donc l'abolitionnisme, hein, ce mouvement que j'ai étudié, l'abolitionnisme, le mouvement de lutte contre l'incarcération de masse, a aussi beaucoup progressivement bénéficié de cette philanthropie qui s'est structurée et des organisations qui se sont d'abord créées à travers des pratiques de fundraising au début, hein, donc vraiment hein, qui se sont organisées avec ce qu'elles avaient au départ, hein, à partir de groupes sociaux très peu dotés, notamment économiquement. Euh, ont ensuite, voilà, ont ensuite, se sont ensuite structurés grâce aussi à l'obtention de financement provenant de fondations. Donc, un peu dans un deuxième temps qui correspond vraiment à cette phase de professionnalisation dont parle Julien. Alors, je prétends pas dire que, il y a eu aucun couac dans cette histoire hein, du rapport entre ces organisations abolitionnistes et les fondations qui la financent. Moi, parce que je peux seulement attester d'une véritable montée en puissance financière de ces organisations et de leurs alliés, notamment grâce à des fondations comme The California Endowment, California Community Foundation ou Liberty Hill. Euh, Peut-être juste vous parler plus précisément de The California Endowment parce que le cas est quand même intéressant. Il y a une histoire spécifique, c'est que cette fondation, elle est née dans les années 90 de la conversion d'une association qui faisait de l'assurance maladie en entreprise lucrative. Hein, donc vous savez, aux États-Unis, on n'a pas la sécurité sociale, hein, donc c'est des compagnies d'assurance privées qui peuvent être lucratives ou associatives. Et en fait, euh, ce type de conversion d'association en entreprise lucrative, notamment dans la santé, s'est multiplié à cette époque, dans les années 90. C'est des conversions qui sont régies par le Department of Corporation, donc dans chaque État fédéré, avec l'idée que la richesse générée dans ce cadre-là, donc dans le cadre associatif, ne peut pas être transférée comme ça dans le cadre lucratif. Hein. Il faut qu'une part qui est à négocier soit mise au service du bien public, ce qui a souvent lieu à travers la création d'une fondation. Or, et là, voilà, il y a un mouvement qui se crée à ce moment-là sur cette conversion. Il y a aussi une forme de militantisme institutionnel d'un agent. Tout ça mis ensemble conduit à cette époque à la création donc, de The California Endowment, qui est donc dès sa naissance doté de 3 milliards de dollars à la fois en liquidité et en actions de la nouvelle entreprise qui est créée. Hein, tout ça pour dire que cette fondation, elle émane au départ pas de la volonté donc de riches donateurs, hein, euh, et voilà. Donc ça c'est important de le savoir parce que donc ensuite donc The California Endowment se constitue d'abord comme une fondation orientée vers la promotion de la santé hein, pour tous, notamment donc pour les plus défavorisés. Et, alors, on est à l'époque aussi où la philanthropie connaît le tournant donc, que vous connaissez sûrement, hein, donc un tournant vers l'idée d'impact, hein, la philanthropie d'impact. Et il se trouve que The California Endowment, mais en fait c'est vrai pour toute cette philanthropie orientée vers la justice sociale, elle va s'insérer dans ce mouvement en développant une approche spécifique en fait de l'impact qui est, au lieu de chercher à imposer ses propres enjeux aux associations qu'elle finance, c'est une philanthropie qui vise à renforcer leur capacité, voire à développer leur pouvoir. Hein. On est le capacity building et le power building.
hein. Et donc, pour ce faire, elle développe une autre approche de la relation philanthropique qui est basée sur la construction d'une confiance sur le long terme, hein, le trust-based philanthropy, et aussi l'écoute des demandes provenant du bas, hein, donc des organisations qu'elle finance, ce qui la conduit donc à s'ouvrir en fait progressivement aux problématiques d'injustice sociale, raciale, de genre et même environnementale. Et voilà, en 2015, elle lance même la campagne Transform LA, dans laquelle elle assume de financer ce qu'elle appelle des Good Troublemakers, hein. Et donc, parmi ces organisations, on trouve notamment les organisations abolitionnistes et leurs alliés. Bon, et juste pour aller vite, hein, on a plusieurs exemples, hein. Il y a Dignity and Power Now, c'est une organisation qui, en 2023, a 21 employés pour 2,7 millions de dépenses en direction des salariés, hein, soit si on prend une moyenne de 130 000 dollars par employé, en fait, c'est vraiment la philanthropie qui lui permet de produire des bons emplois, hein. C'est une professionnalisation, c'est des bons emplois voilà, qui financent de l'organizing, de la formation, de la mobilisation, de l'advocacy aussi, ce qu'ils appellent donc le plaidoyer, et aussi même de la mise en œuvre des réformes gagnées. Donc voilà, ces financements, elles permettent à ces organisations de développer une véritable professionnalisation militante et de déployer aussi leur stratégie sur le long terme, hein. Ils leur donnent une capacité à se projeter, ce qui en fait n'est pas rien pour des organisations qui représentent des groupes populaires précaires, dont le quotidien est souvent fait d'urgence et de risques, hein. C'est une thématique qui est notamment abordée par Nicolas Duvou dans son livre L'avenir confisqué, hein. En l'occurrence pour montrer que des riches donateurs, par leurs dons, peuvent utiliser leurs dons pour assurer leur richesse sur le long terme, la transmettre, mais aussi modeler le futur selon leur vision. Ici, on peut donc à l'inverse parler d'une forme de redistribution du temps disponible pour l'action civique et politique. Voilà, c'est aujourd'hui, à mon sens, une manière d'envisager l'argent en philanthropie qui serait bon de diffuser en France. Et voilà, ça peut contribuer à la discussion aujourd'hui. Merci beaucoup Julien et Thomas pour ces éclairages. Alors j'en profite parce que Julien l'a suggéré. J'ai oublié de le préciser en introduction, mais on aura un temps de discussion collective pour que tout le monde puisse poser des questions à la fin des échanges. Donc voilà, n'hésitez pas à conserver vos questions pour la fin. Donc Thomas et Julien, ces exemples, ils sont super intéressants. Voilà, le California Endowment, qui finance en fait quasiment des agites propres, des good troublemakers, quoi, des individus. Ça laisse apparaître que, voilà, où, Julien, tu parlais de fondations qui sont créées par des mouvements sociaux. Ça laisse penser, en fait, que ouais, ces participations philanthropiques, elles peuvent prendre des formes parfois plus discrètes, parfois, enfin, pas aussi caricaturales qu'on peut les imaginer. Et voilà, ça laisse entrevoir qu'il existera un peu des débats autour du soutien et du non-soutien à ces mouvements, et notamment sur la question de comment formuler ces causes. Est-ce qu'il faut présenter son soutien à la cause féministe ou à la lutte contre les inégalités hommes-femmes? Est-ce qu'il faudrait plutôt parler d'abolitionnisme pénal ou de réduction des incarcérations de masse aux États-Unis? Catherine, pour revenir dans notre cas français, comment ces questions elles ont été abordées en fait au sein de la coalition pour une philanthropie féministe lors de la création voilà, de cette structure? Comment vous vous êtes posé ces questions de formulation de la cause? Alors, alors on n'a pas parlé sous forme de lutte, surtout pas. C'est-à-dire que la coalition, elle s'est créée avec une dynamique constructive et de rassemblement. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment de venir sur nos points communs et d'agir ensemble. Et c'est vrai que enfin, c'est ce que j'observe moi de façon intéressée, parce que je ne suis pas du tout féministe et ni spécialiste des causes féministes. Je ne connais pas, ni par mon métier, ni à titre personnel, d'organisation féministe, en dehors de ce que je lis dans la presse. On a tous, au sein de la coalition, une sensibilité ou un engagement sur ces causes très différents. Et donc, l'adjectif féministe est intervenu à deux reprises dans le débat. Alors, la coalition, hein, elle s'est créée au milieu de l'année 2023, alors elle est encore toute jeune, hein.
Euh, il n'y a pas de salariés pour l'instant. On est vraiment au début de l'organisation et de la structuration et de lancement de deux projets. L'adjectif féministe, d'abord, concernant le Coalition pour une philanthropie féministe, il y a eu un débat et en fait, on s'est accordé sur le constat qu'il existait toujours des inégalités de genre, euh, voilà, économiques, en santé, inégalités de genre politique, etc., et qu'il y avait une nécessité de protéger ces droits. Voilà, ça c'est extrêmement important et l'accord était là et on a vraiment vu finalement féministe sous ce jour-là de ce constat-là. Et puis, il y avait aussi, bah, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la nécessité de travailler ensemble et d'aller chercher le plus petit dénominateur commun. Et puis, le deuxième moment où s'est posé la question d'afficher le nom de notre coalition, d'afficher cet adjectif de féministe, ça a été lors de la création du premier projet. C'est-à-dire que le premier projet, ça a été de se dire qu'il fallait qu'on mène ensemble, et on l'a financé ensemble, une étude pour cartographier les acteurs de la philanthropie en France qui financent la promotion de l'égalité de genre. Et donc on a travaillé et j'ai contribué à l'élaboration du cahier des charges de l'étude et au choix de l'agence qui réalise cette étude, etc. Et puis après, organiser les cofinancements. Euh, et en fait, cette étude, il y a une première phase qui est une étude quantitative que peut-être certains des participants aujourd'hui ont reçue. Et donc, on avait besoin de diffuser notre questionnaire. Et en fait, la question s'est posée de se dire, est-ce qu'on affiche que cette étude est financée par la Coalition pour une philanthropie féministe? Et ce terme de féministe, comme vous le savez, eh ben, il peut irriter, il peut rebuter. Certains mouvements militants ou même certaines personnalités médiatiques qui s'affichent comme féministes tiennent des discours qui peuvent être jugés outranciers ou des discours politisés et on voulait absolument pas rentrer là-dedans. Comme je vous le disais, nous on a besoin de faire une photo de cette philanthropie en France ou philanthropie étrangère qui finance des associations qui promeut la défense des droits des femmes et des filles ou de l'égalité de genre, sans rentrer dans ces débats-là. Et donc, on a fait le choix de ne pas afficher le nom de notre coalition, mais en revanche, sans cacher qui étaient les membres de la coalition. On a bien, voilà. Et typiquement, dans l'élaboration du questionnaire, de la même façon, il y a une première partie qui va être de savoir vers quel sujet sont fléchés les financements des personnes qui répondent au questionnaire, des organisations qui répondent au questionnaire. Et c'est très soft, on ne parle pas de cause féministe. Et puis, si en revanche, l'organisation effectivement répond qu'elle finance l'égalité de genre, et ben à ce moment-là, elle va avoir des questions spécifiques pour savoir quelles sont les sous-thématiques de l'égalité de genre qu'elle finance. Voilà comment on a procédé et voilà quels ont été les débats. Et franchement, voilà, l'idée, c'est vraiment d'être sur un plus petit dénominateur commun et bien de rassembler et de pouvoir interpeller tous les acteurs de la philanthropie sur une réalité observée et observable. Et puis ensuite, peut-être de mener des activités de plaidoyer, mais ça, on ne le sait pas, ça dépendra des résultats de l'enquête. On va avoir les premiers résultats le 31 mars, une première présentation des résultats et des analyses. Et on espère pouvoir communiquer avant l'été à tous les participants au questionnaire, évidemment, et puis de manière plus largement aux acteurs de la philanthropie en France. Merci beaucoup, Catherine. Donc, sera bientôt accessible, on l'espère, pour pouvoir. Oui, elle sera publique, évidemment. Oui. Donc, c'est passionnant parce qu'on voit qu'il y a des questions de résistance ou d'anticipation de résistance de ce que pourraient penser les acteurs philanthropiques dans ce genre de situation, de ce genre d'enquête. Et ça m'amène vers Julien, en fait, à poser cette question, puisqu'on on l'avait abordé dans le cas américain. Voilà, parfois les militants ne souhaiteraient pas
recevoir des fonds philanthropiques. Mais en fait, quelles seraient les conditions d'alliance entre ces philanthropies, ces acteurs philanthropiques et les mouvements sociaux en France, à la lumière de peut-être de vos récents travaux sur la question de, enfin, que ce soit sur l'antiracisme, sur la question des libertés associatives? Les conditions d'alliance. C'est une vaste question et je vais essayer de la prendre par différents bouts, en commençant effectivement par la façon, en tout cas, dont moi j'ai saisi ça du côté français, donc, dans le rapport, notamment des mouvements antiracistes, en fait, à la philanthropie, côté français, donc, en partant effectivement, là aussi d'un point de surprise, alors, bon, qui n'est pas complètement surprenant, mais qui est la très grande résistance, en fait, des milieux antiracistes français au financement privé de leurs actions. Euh, et notamment, alors, si on parle de mouvements antiracistes, en fait, de mouvements antiracistes qui ne sont pas les organisations ou les associations historiques, en fait, de ce champ-là, que seraient, par exemple, SOS Raciste, le MRAP ou la LDH, mais des organisations plus autonomes qui sont nées depuis une vingtaine d'années et euh, euh, pour qui s'est posé la question du financement, mais ça n'a pas été une rencontre, en tout cas, si évidente, pour une raison première, en fait, et qui a trait aussi à ce que j'évoquais au départ sur l'action de l'autonomie, en fait, et des capacités d'action, c'est-à-dire qu'il y a une aspiration à l'autonomie, qui est d'abord une question d'autonomie politique, en fait, hein, des acteurs antiracistes qui est forte, et une crainte, du coup, d'instrumentalisation par leurs financeurs, quels qu'ils soient. Et donc, c'est ça qui explique d'abord la difficile rencontre, avant de parler d'alliance, entre ces acteurs et ces mouvements sociaux antiracistes et le monde de la philanthropie. Difficile rencontre, moi, que j'ai pu saisir notamment, et c'était il y a une quinzaine d'années, je pense que les choses ont un petit peu bougé depuis, quand notamment Open Society est arrivé assez massivement en France pour financer des actions, et il y a des recherches qui ont été conduites un peu là-dessus, mais pour financer des mobilisations antiracistes, notamment sur la question du contrôle aux faciès et aussi sur la question de la lutte contre l'islamophobie, où les collectifs ou associations qui ont été financés dans ce cadre ont assez rapidement en fait été attaqués par d'autres militants et d'autres organisations bon, on subit des reproches assez classiques, mais on leur reprochait d'aller à la soupe, voire d'être à la solde de l'Empire américain, hein, pour le dire comme ça. Bon, quand on connaît l'histoire de la Fondation Open Society, bon, ça semble un peu rapide. Mais en tout cas, il y a des débats de cet ordre-là, en tout cas, qui ont eu cours un peu sous les radars, mais au sein de l'espace de la cause antiraciste en France et qui n'ont pas favorisé, je crois, effectivement, le développement de ces alliances. Et on était plutôt quand même chez les militants antiracistes à une aspiration au financement public beaucoup plus au financement privé. Et moi, ce que je saisis beaucoup par mes enquêtes, c'est l'idée selon laquelle c'est un peu reclaim la subvention publique. Au fond, nous aussi, on a droit à avoir et à bénéficier d'argent public alors que c'est si difficile de faire financer nos causes et nos mobilisations par de l'argent public. Il y a un enjeu presque d'accès à la citoyenneté par l'accès au financement public, et donc ce qui structure aussi ce rapport au financement privé. Malgré tout, je finirai là-dessus, je pense que les choses ont bougé depuis une quinzaine d'années pour tout un tas de raisons. Un, c'est que à certains égards, les financements et les mobilisations et les causes qu'ont soutenues Open Society ont permis d'obtenir des victoires, en fait. Je pense que c'est notamment le cas sur la question du contrôle aux faciès, par exemple, où il y a eu un certain nombre de condamnations de l'État français pour discrimination raciale, condamnation judiciaire, etc., qui montrent quand même que ces mobilisations-là permettent d'obtenir des victoires politiques, pour le dire comme ça. Et donc ça a fait ses preuves à certains égards, et donc ça a contribué à atténuer un certain nombre de critiques. Deuxième élément qui est quand même un élément important à prendre en compte, c'est la raréfaction du financement public. À la fois, bon, c'est tout particulièrement vrai à court terme, les financements publics en direction du monde associatif n'ont pas significativement diminué depuis une vingtaine d'années. Ils se sont recomposés, mais je passe. Mais malgré tout, il y a tout particulièrement récemment moins d'argent public pour un certain nombre d'enjeux et le sentiment que l'œil de l'État, on y reviendra peut-être, y est plus rapproché et que tout particulièrement depuis la loi séparatisme et le contrat d'engagement républicain, c'est compliqué de financer des actions associatives critiques et donc on se tourne peut-être plus aisément vers des financements philanthropiques.
Pour n'en donner qu'un exemple, j'avais un débat la semaine dernière avec des membres du comité Adama, donc qui est un des acteurs centraux aujourd'hui des mobilisations antiracistes, qui me rappelait que il y a quelques années, on avait fait un entretien ensemble et il m'avait dit, nous, le financement jamais, que ce soit public comme privé, parce que ce serait renier notre autonomie. Et 5 ans plus tard, il dit, en fait, on a besoin d'argent. Et l'autofinancement, la vente de t-shirts et de livres ne suffira pas pour obtenir pour parvenir à nos objectifs. Néanmoins, bon, en termes de modèle économique, l'état de leur réflexion, c'est plutôt de passer par l'autofinancement, notamment via des formations, des choses comme ça. Malgré tout, la fin de non-recevoir, notamment en termes de financement privé, c'est très largement atténué depuis, de par les éléments que j'ai mis en avant, hein, notamment la perception qui est des effets politiques du financement philanthropique. Et puis aussi, je crois, parce que, et il y en a peut-être autour de la table ce soir, parce que un certain nombre d'autres de fondations ont avancé assez stratégiquement de ce point de vue-là et ont été assez malines d'une certaine façon, je crois, dans leur façon de s'approprier des enjeux et des causes sur lesquelles elles étaient peu présentes jusqu'alors, notamment en ayant un travail préparatoire et de discussion en amont avec des acteurs militants antiracistes assez centraux dans ce champ-là, qui ont permis de désamorcer ces critiques et ces suspicions. Voilà. Et donc, c'est aussi un travail relationnel, pour le dire comme ça, les conditions d'alliance et pour désamorcer la méfiance, ça se travaille et ça se travaille aussi d'un point de vue très interpersonnel. Merci beaucoup, Julien. Bon, vous avez commencé déjà à bien aborder la question en fait de cette perception que peuvent avoir les militants des formes de soutien philanthropique. Et on le voit sur l'exemple oui, du mouvement soutenu par Adama Traoré, comment voilà, ces jeux de l'autofinancement les laissent dans une forme de marginalité, mais parfois ils y reviennent. Et c'est assez intéressant. Je serais curieux de vous entendre, Thomas, aussi sur ces questions-là. En fait, comment les militants perçoivent-ils l'entrée en jeu des fondations au sein de leur lutte? Mhm. Ouais, mais c'est intéressant parce que, euh, en effet, aujourd'hui, il y a moi, en tout cas, ce que j'ai vu dans les organisations que j'ai étudiées, c'est quand même je dirais, un tournant parce qu'il y a eu quand même le développement d'une véritable méfiance face aux fondations, notamment dans les mouvements noirs. Antiracistes. Je vous renvoie, donc ça c'est le livre qui est sorti, The Revolution Will Not Be Funded, qui est notamment porté, le collectif Insight, c'est beaucoup des personnes qui se revendique du militantisme abolitionniste et qui quand même donc revient sur l'histoire d'un certain nombre de fondations, notamment la fondation Ford, et du rôle qu'elle a pu avoir dans justement la canalisation, la récupération, notamment par la professionnalisation donc, du mouvement noir et aussi hein, un rôle caché de répression hein, aussi de ce mouvement. Euh, 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 et en fait, donc il y a cette histoire dont les militants ont vraiment conscience, hein, ils s'en souviennent. Mais c'est vrai que donc du coup, il y a eu un tournant. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder vraiment euh, dans une forme voilà, d'existentialisme que, enfin, là, on est, c'est à partir des pratiques des philanthropiques telles qu'elles se donnent à voir aux militants que se construit, je pense, une véritable confiance. Alors, voilà, il semble que notamment les militants valorisent beaucoup l'autonomie que les fondations leur laissent, hein, donc, et même au-delà, en fait, une sorte d'inversion du rapport, hein, comme je disais, c'est les fondations comme Liberty Hill, California Endowment qui demandent aux organisations communautaires et militantes ce dont elles ont besoin, ce qu'elles doivent, ce que ces fondations doivent soutenir et promouvoir. Et on peut parler d'une nouvelle manière en fait de faire sens des dons philanthropiques qui se rapproche en fait donc de cette redistribution dont je parlais, réglée par des principes démocratiques, hein, notamment des principes qui sont promus dans le rapport de Sylvain Lefebvre, qui est ici, Nicolas Duvoux, qui a été publié par la Fondation de France. Hein. C'est une inversion du rapport philanthropique qui se mesure
Alors, par l'adoption jusqu'à un certain point de certains éléments du cadrage militant, hein, du vocabulaire, hein, notamment voilà, des fondations qui parlent de communautés impactées par le système carcéral. Hein. C'est vraiment une inversion de la lecture dominante de ce que c'est. Hein. C'est normalement hein, des personnes qui sont emprisonnées, c'est la société qui a été victime de ce leur ont infligé. Et là, il y a une vraie inversion. On, on pourrait y revenir, mais voilà. En tout cas, une adoption de ce type de vocabulaire hein, dans le rapport d'impact de Liberty Hill. Cette fondation, elle va jusqu'à mettre en valeur les réformes obtenues par les organisations qu'elle finance, donc par la mobilisation. Hein, notamment, il y a une réforme, moi, que j'ai étudiée, c'était Measure J, qui a été obtenue par le biais d'un référendum d'initiative citoyenne. Hein, ça existe aux États-Unis, notamment en Californie. Et celle-là, elle établissait que sur le comté de Los Angeles, 10% des revenus du comté donc issus des taxes locales, devaient être alloués aux alternatives à l'incarcération et notamment à des financements, donc cette fois publics, en direction des associations de quartier qui portent ce type d'alternative. Hein, et donc déjà, vous voyez comment, enfin voilà, en plus, l'argent philanthropique peut redevenir un levier pour redéployer des fonds, des financements publics et de la subvention dans un état où c'est devenu de plus en plus compliqué et, alors, je passe, mais même Liberty Hill Measure J, donc cette mesure, comme elle venait modifier la charte constitutionnelle, il y a eu en fait un recours qui a été fait notamment par des associations de police. Liberty Hill a aussi financé la défense hein, au niveau judiciaire pour que finalement hein, cette mesure devienne en appel, finalement, soit reconnu constitutionnel. Donc, vous voyez, tout ça pour dire qu'il n'est pas risqué de penser que pour les militants, un certain nombre d'acteurs philanthropiques passent pour être des alliés sincères, et qui vraiment, donc, prennent parti en leur faveur, tout en jouant un rôle d'intermédiaire et donc de légitimation de leurs revendications face aux institutions publiques. Voilà, à cet égard, il y a aussi le rôle joué par le directeur historique de California Endowment, hein, Robert Ross, euh, voilà, qui est depuis le début des années 2000, qui était avant fonctionnaire, qui vient juste de quitter son poste, qui était une personne très reconnue, qui a joué un rôle clé dans l'inversion du rapport au port dont je parlais tout à l'heure, et vraiment même à l'intérieur de la fondation, dans aussi travailler les manières d'envisager le rôle à l'intérieur de la fondation, hein, dans les process, dans la professionnalisation philanthropique, hein, dans le travail philanthropique, comme le nomme Anne Bory. Et donc voilà, et qui a mis sa notoriété au service des coalitions promouvant donc le tournant de l'action publique. Hein. Il a présidé un groupe de travail sur les alternatives à l'incarcération. Voilà, donc je passe là-dessus, mais ça doit nous faire réfléchir sur la capacité qu'a la philanthropie finalement à prendre parti, hein, et donc en France aussi, et bon, dans une certaine mesure, et plutôt dans certaines formes. Hein. Aujourd'hui, alors pour les associations, on parle beaucoup en ce moment de la neutralité politique, hein, vous savez, au nom de laquelle les pouvoirs publics coupent de plus en plus les financements des certaines associations. Hein. Aux États-Unis, le statut associatif, dont c'est un statut, voilà, le 501(c)(3), dont dépend la capacité à défiscaliser les dons, hein, c'est très important là-bas, vu la culture du don. Ce statut, il limite aussi la possibilité pour les organisations d'avoir une activité dite, c'est de lobbying politique. Hein, et les fondations, elles relèvent de ce statut-là. Mais pourtant, en fait, bah, déjà, les travaux, ils montrent bien que d'abord, les rappels à l'ordre à ce titre sont quand même vraiment très rares. Et surtout Donc voilà, c'est vraiment un rapport de force dont dépend les rappels à l'ordre et même au niveau plus médiatique. Parce que voilà, finalement, la politisation des fondations, elle reste largement défendable du moment qu'elle s'inscrit dans un horizon d'intérêt général, de défense des droits. Et donc, il ne s'agit pas voilà, d'intervenir dans les affaires électorales, mais
dans le soutien de la vie démocratique. Voilà et notamment voilà, par ce que je disais, le capacity building, le power building, soutenir le développement de contre-pouvoirs, notamment lorsqu'aucun mécanisme pour ce faire n'existe émanant de la puissance publique, en fait, hein. Et c'est ça aussi la question, hein, aux États-Unis. Les financements publics alors, restent le premier financeur du secteur associatif, hein. Ça, on l'oublie quand même. C'est quand même le premier financeur. Mais c'est des financements qui sont ultra contractualisés, très, très contraignants et qui, en fait, qui impliquent une forme des formes de délégation de l'action publique très, très routinisées, quoi. Donc, aucune action militante possible dans ce cadre-là. Merci beaucoup Thomas. Et donc j'en viens à une dernière question que tu as commencé à aborder en fait avec cette question de l'autonomie, qui est parfois cadrée dans le champ philanthropique et dans le champ associatif comme une indépendance financière. C'est-à-dire que relever de revenus financiers, ouais, pour éviter de tomber dans des logiques de délégation de services publics, voilà, l'autonomie, enfin l'indépendance financière serait une garantie de l'autonomie des causes, des mouvements et devrait être soutenu. Et en fait, finalement, l'absence de financement public pourrait aussi être valorisée. Catherine, comment cette question de l'accès au financement public, elle s'est posée dans le cas de la coalition pour une philanthropie féministe? Et peut-être, et de quelle manière? Bah, à vrai dire, elle s'est posée dans des termes tout à fait différents que ce que viennent de décrire Thomas et Julien. C'est-à-dire que là, il y a, et Mayotte est un bon exemple, puisque la coalition pour une philanthropie féministe vient de lancer une initiative pour travailler ensemble à identifier les associations sur le terrain et à l'organisation et à la création d'une dynamique. Voilà, on est face à une urgence humanitaire. C'est une crise sanitaire et sociale importante. Et donc la question ne se pose pas. C'est-à-dire que enfin, moi, je ne l'ai pas entendu se poser, en tout cas, hein. La question, c'est comment on y va vite, comment on y va de façon efficace, comment on fait pour soit pallier les insuffisances du soutien public, je dis pas seulement soutien financier, hein, soutien à tous les points de vue, ou comment on travaille avec les autorités de santé sur le territoire pour être efficace et rapide face à des risques. Enfin, il y a des risques, enfin, il y a une augmentation des taux de suicide ou en tout cas des risques de suicide des jeunes, de la prostitution des mineurs. Il y a une précarité sanitaire et donc pour les femmes une précarité menstruelle aussi extrêmement importante face à des populations très démunies. Il y a bon, enfin, je ne vais pas vous faire la liste, hein, mais voilà, il y a une urgence qui fait que la question ne se pose pas, il faut y aller. Il faut y aller tous ensemble et de créer ces synergies, et c'est l'objectif de cette coalition. Voilà ce que je peux en dire. Merci. Et Julien, maintenant sur vos nouveaux terrains, enfin vos terrains plus récents sur la question de l'autonomie financière des associations que vous enquêtez, comment ça s'est abordé justement cette relation un peu entre indépendance financière et autonomie peut-être des causes portées par les assos? Alors effectivement, ça me permet d'aborder des travaux qu'on mène aujourd'hui avec l'Observatoire des libertés associatives et tout un ensemble de recherches qu'on mène un peu sur ces questions-là autour de l'autonomie associative, notamment avec Thomas. Euh, je le disais un peu en introduction, euh, malgré tout, alors je ne sais pas si c'est le- la bonne arène pour dire cela, mais moi je reste quand même convaincu, et c'est quand même un de nos axes principaux de travail, que le combat sur le financement public de l'autonomie associative ne doit pas être complètement lâché, hein. Et donc, un des chevaux de bataille que l'on défend, c'est à la fois, d'un côté, la documentation de la restriction croissante que représente le financement public des acteurs associatifs par tout un ensemble d'éléments que je ne développerai pas ici,
J'ai évoqué la loi séparatisme et le CER, mais il y a d'autres évolutions qui contribuent à ce sentiment de perte d'autonomie. Et en même temps, et on essaye de mener là, tout un ensemble d'expérimentations avec des collectivités locales dans le cadre d'un projet que je coordonne sur d'autres modalités de financement public du monde associatif. Et donc, euh, il y a, je crois, potentiellement un risque qui est de dire que la seule option pour soutenir ou promouvoir l'autonomie associative serait le financement privé. Moi, je reste convaincu que les deux sont possibles. Voilà. Malgré tout, dans un contexte qui est celui de restriction des financements publics et par ailleurs de montée de l'extrême droite, c'était évoqué en introduction, les acteurs philanthropiques vont jouer un rôle croissant et je crois qu'il y a des choses qui sont en train de bouger de ce point de vue-là. À la fois via la création de nouvelles fondations. Il y a une fondation pour la démocratie, vous avez probablement eu des échanges avec eux autour de ces questions-là. Et les acteurs philanthropiques eux-mêmes commencent à se poser la question de est-ce qu'ils ne devraient pas financer davantage des choses qui, jusqu'alors, ne rentraient peut-être pas tout à fait dans leur cadre. Et je crois que ça s'est posé de façon très directe au moment de la campagne des législatives en juin dernier. Voilà. Donc, je ne sais pas si je réponds tout à fait à la question, mais voilà. Pour le dire autrement, d'un côté, nous, un de nos chantiers, c'est de réfléchir aux modalités de financement des contre-pouvoirs associatifs et à des dispositifs qui pourraient permettre de renforcer l'autonomie associative dans le cadre d'un financement public, et qu'en même temps, d'un point de vue défensif, pour le dire comme ça, et donc du côté offensif de réfléchir à d'autres modalités de financement public, et du côté défensif, malgré tout, du besoin d'un financement philanthropique pour faire face à l'austérité et à la montée de l'extrême droite. Merci beaucoup Julien. Donc il y a eu déjà énormément de choses qui ont été dites pendant cette heure. Je vous propose d'ouvrir la salle aux questions. Vous pouvez lever la main, voilà, Julien, ou poser vos questions dans le chat. Je peux me charger de les transmettre. Julien Ada, je vous donne la parole. Oui, merci. Alors, c'est moins une question qu'un un exemple sur l'enjeu du travail philanthropique, hein. C'est-à-dire que la fabrication de la philanthropie, je peux donner un exemple qui peut être intéressant français. Il y a eu une forme de mouvement social autour du droit à l'alimentation qui est apparu il y a une dizaine d'années et qui était un courant très critique de l'aide alimentaire porté par ATD Quart Monde, Secours catholique et d'autres organisations, etc., sur l'indignité de l'aide alimentaire d'une certaine façon, etc. Bon, donc ce courant-là s'est retrouvé aux marges du champ associatif et du champ de l'aide alimentaire, etc., puisqu'on ne peut difficilement critiquer l'aide alimentaire, etc. Bon, et je me souviens comment on a co-construit le travail philanthropique pour financer cette critique. Eh bien, on s'est adressé à des personnes qu'on peut qualifier de séquentes, c'est-à-dire des personnes qui sont dans les institutions publiques et privées, privées en l'occurrence, et qui vont soutenir cette démarche-là. Alors que l'institution qui la porte, en l'occurrence Fondation de France, Fondation Carasso, etc., qui sont présentes ici, sont pas forcément en affichage, hein. C'est-à-dire que le travail philanthropique, c'est l'appel à projet. C'est-à-dire que l'appel à projet, c'est la case. Et donc, il a fallu contourner l'appel à projet pour arriver à construire quoi? Cet empowerment du collectif qui s'est appelé Territoire à vivre. On est là en septembre 2018 2019, pardon. Et on a créé la Fondation Carasso et la Fondation de France ont soutenu le capacity building de 5 organisations de terrain sur cette zone critique. Voilà. Et ce financement-là a permis de monter un projet, c'est-à-dire on finançait l'ingénierie politique. L'ingénierie politique de ce collectif, regroupant le Secours catholique, les CIVAM, les épiceries sociales et solidaires, nous, le réseau Cocagne, VRAC, etc. Et ensuite, on a travaillé la proposition politique avec la Direction générale de la cohésion sociale, toujours à partir de personnes dites séquentes. Voilà. Donc c'est ce travail philanthropique se tricote du côté de fondations qui veulent faire bouger les choses et
et se rend nécessaire par rapport à l'État qui a besoin de contrebalancer le pouvoir des grandes caritatives sur l'aide alimentaire. Voilà. Je voulais donner cet exemple-là qui aujourd'hui débouche sur des territoires animés localement autour des enjeux de sécurité sociale alimentaire, par exemple. Voilà. Donc on voit bien comment la méthodo, c'est-à-dire l'enjeu, c'est échapper à la mise en concurrence des associations. Et il faut bien que la philanthropie se rende compte que par l'appel à projet et la mise en concurrence, c'est un instrument de dépolitisation et de neutralisation de la dimension transformatrice du fait associatif. Et que donc en redéfinition les règles du financement autour de coalitions sur de l'ingénierie politique et stratégique, à ce moment-là, on rend possible la transformation sociale dans un contexte donné. Je voulais donner cet éclairage-là parce qu'il est aujourd'hui, à mon avis, très intéressant et il a rendu possible une politique publique correctrice, si je puis dire, des difficultés de l'aide alimentaire. Merci beaucoup, Julien. C'est vrai que voilà, en mettant en avant en fait ces professionnels de la philanthropie, puisque la philanthropie n'est pas qu'une affaire de donateurs, on voit justement ces circulations aussi des carrières qui peuvent se faire d'un côté, de l'autre du gué, à la fois dans les assos. Enfin voilà, toutes ces dynamiques-là, elles sont très riches. Je donne tout de suite la parole à Tatiana qui a levé la main aussi. Merci beaucoup Rémi et merci Thomas, Julien et Catherine du coup pour vos présentations. J'avais plusieurs questions, peut-être pas toutes liées au même présentateur, mais présentatrice. J'avais une question peut-être plus pour Julien sur, donc tu as mentionné qu'il y a un travail relationnel qui est fait de la part des organisations philanthropiques pour désamorcer la méfiance. Et je me demandais si tu avais un peu des éléments sur comment les organisations philanthropiques vont choisir les organisations à soutenir, comment elles sont mises en contact avec ces organisations et justement peut-être ce dont parlait aussi Julien Hada, est-ce qu'il n'y a pas une proximité sociale entre les personnes qui sont dans les fondations et les personnes qui vont servir de médiateurs, médiatrices? Parce que tu posais la question de savoir si les fondations orientent l'action associative, mais moi je me demande est-ce qu'il n'y a pas déjà des projets associatifs, des formes de mobilisation qui sont mises en compatibilité, y compris par les salariés, les membres de l'association, avec le financement philanthropique. Et du coup, ça m'amène à la question, déjà ça va faire peut-être beaucoup, mais voilà, pas forcément tout pour aujourd'hui. De quel type de contrat justement ils utilisent? Aussi un point que Julien Hada a souligné, moi j'ai travaillé sur des associations qui utilisaient des conventions de partenariat mais qui en fait étaient quand même l'équivalent de contrats de prestation de services. Et donc je me demandais, voilà, est-ce que tu as observé des formes de bonne volonté, des clauses qui peuvent être demandées dans les formes, enfin, dans les contrats ou accords de financement? Et pour tous et toutes, j'avais une question sur l'approche de la philanthropie, un peu comme si elle était complètement dissociée du monde des entreprises. C'est-à-dire les entreprises et les individus qui financent ces fondations sont aussi enfin, le théâtre de transformation, notamment je pense aux professions de la vertu, qui ont été identifiées dans les métiers de la RSE, dans les métiers de l'environnement, et qui ont pu être critiquées comme une forme de privatisation aussi des problèmes sociaux. Du coup, est-ce que vous avez des informations sur comment vos fondations, les fondations que vous étudiez, sont en lien avec leurs propres financeurs et les personnes qui, là, vous étiez sur des fondations peut-être un peu plus je sais pas, bottom-up, mais est-ce que vous avez des informations sur les autres aussi? Euh, et peut-être une dernière petite question sur l'impact sur les modes d'action. Vous avez beaucoup parlé de l'action en justice. Est-ce que ce mode d'action-là et cette judiciarisation des combats, en fait, est quelque chose que vous observez comme une tendance un peu large du fait du financement philanthropique? Merci. Merci. Qui veut prendre la parole pour répondre à ces questions? Julien, Thomas, Catherine? Moi, je peux peut-être y aller. Non, merci beaucoup pour tout ça. Et bon, je n'ai pas la prétention d'avoir la réponse à toutes ces questions, mais euh, je pense que le travail relationnel en fait que j'évoquais justement entre les conditions d'alliance en fait entre mouvements sociaux et fondations en fait ça mériterait d'être travaillé en fait. Moi j'ai l'impression moi j'ai pas lu grand chose là-dessus en fait. Alors après je sais qu'il y a beaucoup de spécialistes de la philanthropie autour de la table côté recherche hein. Ça m'intéresserait d'en savoir plus parce que effectivement moi je me suis retrouvé donc pour répondre très directement à ta question Tatiana comment ce travail relationnel opère et ben, je pense que les chercheurs jouent un rôle aussi de ce point de vue-là joue un rôle un peu de fixeur. Donc là, je vais raconter un peu ma propre histoire.
Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est quand des fondations veulent commencer à financer des trucs qu'ils connaissent pas bien, sur lesquels ils n'ont pas forcément déjà de programme déjà prévu, etc. Bah, ils vont essayer de cartographier le champ. C'est dire, mais qu'est-ce qui se passe d'intéressant dans ce champ-là? Qu'est-ce qu'on devrait financer? Et là, ils vont solliciter un certain nombre, ils vont faire des auditions ou solliciter un certain nombre d'acteurs, notamment des chercheurs. Et donc, moi, je me retrouve un peu, alors moi, c'est un peu aussi comme ça que je conçois mon rôle, hein, pour faire aussi écho à la remarque de Julien précédemment, un peu en, en passeur, et en rôle effectivement un peu d'intermédiaire, qui va aussi contribuer à légitimer des gens qui pourraient faire peur, en fait. Et donc, de dire, c'est ça qu'il faut aller financer. Ça paraît très loin de votre univers. Ils n'ont pas exactement votre langage et vos codes. Et en même temps, c'est vers ça qu'il faut aller, sinon ça ne sert à rien. Et donc voilà, ce travail d'intermédiation, il est, je crois, aussi effectué. Et là, je parle à la première personne, mais je sais que sur d'autres enjeux, ça passe aussi pas mal par le rôle des chercheurs. Pas, c'est pas les seuls intermédiaires, effectivement, mais je pense qu'on a aussi un rôle peut-être à jouer de ce point de vue-là, si on est prêt à le jouer. Et a fortiori, et pour continuer sur le dialogue transatlantique, que les univers sont éloignés. C'est-à-dire que, en fait, moi, ce que j'ai restitué, en fait, sur la question de l'antiracisme, c'est qu'on part de loin, en fait, d'une certaine façon, entre des mondes qui ne se parlaient pas et qui, voilà. Euh, Aux États-Unis, moi, ce que j'ai observé était quand même assez différent, notamment du fait, c'est peut-être pas tout à fait les mêmes fondations, tu as peut-être raison, Tatiana, mais qu'il y avait beaucoup de circulation, en fait, d'acteurs. C'est-à-dire que beaucoup des salariés des fondations étaient d'anciens community organizers, en fait. Et donc, qui, à un moment, arrivés à 40 ans, en ont marre de faire du porte-à-porte, d'être sur le terrain, etc. Et donc, dans leur trajectoire de professionnalisation, etc., et d'avancement de carrière, en fait, l'étape presque naturelle, c'est du passé du côté du fondation. Et donc, cette circulation des acteurs rend aussi, au fond, ce travail relationnel et ces dialogues beaucoup plus aisés que je crois ce n'est le cas en France, en tout cas à la lumière de ce que j'ai pu voir, parce que je pense que ces circulations doivent exister sur d'autres causes. Ce serait intéressant de voir ce qu'il en est du côté des mouvements féministes ou du côté des mouvements environnementaux, par exemple, où j'ai tendance à penser que la distance sociale est peut-être moins importante que sur le champ de l'antiracisme que j'ai évoqué. En tout cas, je pense que c'est une question qui est intéressante à creuser. Dernier mot sur la question de l'action en justice. Alors, il y a probablement un effet, effectivement, d'orientation des modes d'action. Ça a été pas mal documenté dans le cas américain. Sur la France, je ne sais pas trop. Après, moi, j'ai tendance à penser que cette judiciarisation des causes tient aussi à la structure des opportunités politiques dans laquelle on se trouve, en fait, hein, pour le dire comme ça. Et donc, dans le cas spécifiquement de la lutte contre les discriminations et de l'antiracisme, c'est précisément parce qu'il est extrêmement difficile dans le contexte politique qui est le nôtre d'obtenir des victoires dans le champ politique que une des rares arènes dans lesquelles il est possible d'obtenir des avancées, c'est l'arène judiciaire. Voilà. Donc, je pense que, pour le dire autrement, que l'orientation des modes d'action tient aussi à d'autres facteurs. Et dans celui que je connais le mieux, qui est celui de la lutte contre la discrimination et l'antiracisme, je ne crois pas que ce soit d'abord pour des raisons d'obtention de financement que ce soit les stratégies judiciaires qui aient été choisies. Même s'il y a des effets de mise en compatibilité, tu as raison, mais là, pas spécifiquement sur la judiciarisation. Je peux peut-être répondre juste pour rebondir sur la question de la mise en action et comment euh, lutter sur certaines de nos causes. À la Fondation pour la recherche sur l'endométriose, euh, après 2 ans après la création, enfin, comment dire, pardon, je reprends au début. Le président Macron a lancé une stratégie nationale de lutte contre l'endométriose en 2022 et il y avait un volet travail disant qu'il fallait former toute la chaîne managériale à l'endométriose, former les services de santé au travail, etc., etc. Mais personne ne faisait rien. Et nous, c'était un moment où on était en train de chercher à développer une nouvelle stratégie pour aller chercher des financements autres que dans les laboratoires pharmaceutiques ou dans les entreprises d'hygiène féminine. Et du coup, on a monté un programme qu'on a conçu, et c'était intéressant ta question, Tatiana, sur l'histoire des partenariats, parce que ce programme, finalement, il est dans des conventions de partenariat. On n'a pas réussi à l'inscrire dans des conventions de mécénat. Euh, on a, on a développé un programme comme une prestation de service, probablement parce que moi, je venais de 10 ans dans le privé, enfin 13 ans dans le privé, et que ma collègue et présidente de la fondation venait aussi du privé. Donc, comme une prestation de service pour accompagner les entreprises dans l'amélioration des conditions de travail pour des femmes atteintes d'endométriose,
Mais de fait, en menant ce programme, on va plus loin que ça. On améliore la qualité de vie au travail des collaborateurs et de tous, en fait. Voilà. C'est-à-dire, ça, c'est l'expérience qu'on est en train de mener dans les entreprises dans lesquelles on a lancé ce programme-là. Et en fait, ce qu'on est en train de toucher du doigt, c'est que, en fait, on est en train de réaliser sur le terrain que cette question des inégalités hommes-femmes, elle est intimement liée à la question de la santé. Parce que la santé des femmes ou la santé des hommes, c'est pas du tout la même. Et que les femmes ont des pathologies comme l'endométriose dès l'âge des premières règles, et en plus elles sont précoces dans le cas de l'endométriose, qui va mettre en place un certain nombre d'inégalités, et y compris au travail. Et en fait, ce programme, c'est devenu, alors c'est compliqué de dire une lutte sur la question des genres, c'est pas comme ça du tout qu'on le conçoit, mais ça, on le fait dans un cadre d'une fondation qui recherche des financements pour financer de la recherche. Donc voilà. Et puis c'est un programme qui a la beauté aussi d'amener du quantitatif à des décideurs publics et privés, là où justement on constate une insuffisance des données de santé genrée en France et qui empêche de prendre des décisions, y compris d'investissement ou de financement public. Voilà. Je ne sais pas si, voilà, si ça peut intéresser ma réponse à la question que tu posais, les questions que tu posais. J'en j'en profite pour poser une question, vu que personne n'est dans le tour. Justement, donc on voit vraiment comment la Fondation pour la recherche sur l'endométriose finance des activités de recherche, des études, et en fait, ça se reproduit aussi dans le cas de la coalition pour une philanthropie féministe, comme le disait Julien, ça commence souvent par établir un diagnostic, faire une étude, et ça m'amène un peu à demander en fait quels sont que financent, alors les financements monétaires ne font pas toute l'activité et le soutien que peuvent accompagner les fondations. Néanmoins, c'est souvent une des premières choses pour lesquelles elles peuvent être sollicitées. Et comment, voilà, sur vos terrains américains et français, Julien et Thomas et Catherine, si vous avez, alors je sais que c'est en cours de discussion au sein de la coalition, mais quelles sont concrètement en fait les activités qui peuvent être financés à travers ces fondations dans le cadre des mouvements sociaux. Tu parles pour la coalition? C'est ça. Alors, tu me disais en préparant l'entretien que voilà, c'est en cours de discussion, donc vous n'avez peut-être pas encore Ouais. de. Alors, le premier financement et la première action, ça a été de s'organiser pour réaliser cette étude, voilà, et de pouvoir financer le travail de cette agence qu'on a choisie. Le deuxième projet, ben, c'est Mayotte. Donc là, alors, bon, la Fondation pour la recherche sur l'endométriose n'est pas concernée, ne participent pas à ce groupe de travail, mais effectivement, quasiment tous les membres de la CPF sont en train de s'organiser pour identifier des associations sur le terrain, des modes de fonctionnement, des financements. Il y a plein de manières différentes et de voir qui a quelle expertise et comment on crée des synergies entre ces différentes expertises. Après l'enquête, moi j'espère que ça va amener à des activités de plaidoyer communes. Voilà. Mais c'est encore trop tôt pour le dire, on peut s'en reparler dans 6 mois ou un an. Voilà, en tout cas concernant la CPF, je laisse la parole à Julien et Thomas. Vas-y Thomas. Ouais, bah après, je pense que tu auras aussi des choses à dire, mais c'est vrai que qu'est-ce qu'on finance, c'est intéressant, mais moi, ça revient vraiment à ce que je disais tout à l'heure, c'est que euh, euh, le récit, en tout cas, qu'on peut retrouver du tournant qu'a connu The California Endowment, par exemple, c'est au départ, on est arrivé avec nous, on avait des idées en tête, des objectifs, des thématiques, et en fait, on arrive sur place vers des organisations qu'on aimerait financer et qui nous disent en fait au bout d'un moment, euh, avant de travailler sur la santé des jeunes, des thématiques un peu précises et tout ça, en fait, ce qu'il nous faut, c'est de l'argent pour pouvoir nous organiser, pour dire c'est quoi les problèmes de santé, et donc en fait, moi, c'est vraiment ce que c'est quelque part construire. Euh, une idée de plus qui on veut financer pour ensuite dire on va d'abord leur donner du temps disponible. Et donc c'est vraiment ça, hein, financer, c'est financer du temps disponible pour s'organiser,
pour que des personnes voilà, qui sont en difficulté créent du lien avec d'autres personnes qui le sont aussi, pour qu'elles puissent donc les mobiliser, voilà, les former aussi, hein, les former donc à un certain nombre d'actions qui vont être ensuite des actions d'expertise, hein, ça va être production d'études, pourquoi pas, ça va être des formes d'interpellation. Ça peut être donc voilà, financer du temps finalement pour organiser les gens pour faire des mobilisations, hein. Et puis et voilà et ce qui y avait d'intéressant moi sur mes terrains, c'est que c'est des organisations qui donc ont obtenu des victoires notamment après 2020 et les mobilisations sur George Floyd et qui découvraient une nouvelle étape de leur travail qui était celui de l'implication dans la mise en œuvre des réformes. Hein, ils parlaient beaucoup d'implementation et tout ça. Et donc, ils apprenaient aussi. Et en fait, elles se faisaient aussi accompagner par les fondations qui disaient maintenant, hein, donc il y a des webinaires de philanthropes qui sont là, qui disent, oui, maintenant, nous, on a compris qu'on est là aussi pour les soutenir, pour leur implication dans l'implementation et donc dans nous, ce qu'on pourrait appeler une forme d'interpellation et de participation, quoi. C'est un peu les deux qui vont ensemble. Mais je pense que Julien aura aussi beaucoup de choses à dire là-dessus. Non, bah sur les questions de financement, en fait. Euh, bon, moi, ce qui me frappait quand même, c'est que c'est une part significative quand même des financements philanthropiques obtenus permettait de financer des postes de salariés, en fait, et donc de financer du temps de travail, en fait, et pas seulement des actions, pour le dire comme ça. Et ça, c'est un élément quand même qui est tout à fait décisif et qui explique qui était peut-être un préalable que j'aurais pu indiquer au début, mais les effets de professionnalisation, hein, que ça a eu, c'est-à-dire après, bon, sachant que un des préceptes sur lequel s'appuient les organisations moi, que je suivais, euh, c'est que le travail salarié est une condition indispensable pour mobiliser des gens qu'on a du mal à toucher par ailleurs, que sont les catégories populaires, les minorités raciales, etc. Et donc, il faut cette force de travail, et c'est ça fournit d'abord, que fournissent d'abord les fondations. Deuxième élément, ce qui est quand même beaucoup financé, sans grande surprise, c'est du travail de coalition, en fait, hein. Et qui produit aussi, et là c'est plus ambivalent, pour ce que j'ai pu saisir, voilà, beaucoup des entretiens que j'ai pu conduire, les gens racontaient au fond que pour obtenir l'argent, ils étaient bien obligés de participer à des séminaires avec d'autres assos, etc., qui les emmerdaient un peu, de toute façon, vous avez l'impression de perdre leur temps, et il fallait quand même bien le faire, mais qui pouvaient néanmoins contribuer à créer des alliances qui ne seraient pas nées autrement. Il y a quand même beaucoup cette idée selon laquelle, voilà, pour parvenir aux projets qui sont assez largement partagés, c'est euh, une des conditions d'alliance qu'on n'a pas beaucoup mentionné jusqu'alors, mais l'idée selon laquelle qu'il y ait des projets politiques partagés entre les financeurs et les financés est quand même probablement l'élément premier. Euh, et chez les financeurs, l'idée selon laquelle pour parvenir à ces projets, dépasser les concurrences qui étaient évoquées tout à l'heure et les, la fragmentation du monde associatif est un élément qui est quand même fortement mis en avant. En avant, troisième point, c'est que ces coalitions, c'est des coalitions de campagne. Et c'est là où on a une autre tension et qui rebondit sur ce que disait Thomas, en fait, sur la question du temps, en fait, c'est que ces campagnes, elles peuvent être de moyenne durée. C'est rarement des financements strictement annuels, mais c'est des financements qui ne sont pas non plus d'extrêmement long terme, en fait. Et c'est un des enjeux. Et comment dire, euh, il n'y a pas tant de différence entre ce que j'ai pu saisir aux États-Unis et en France de ce point de vue-là, à savoir la déploration de financements qui sont toujours de trop court terme, hein, aux États-Unis comme en France, et une aspiration à des financements de plus long terme, et le sentiment quand même en permanence d'avoir à courir après des financements, etc., était également partagé, en fait, hein, moi, chez les organisations que j'ai pu étudier aux États-Unis, même si leur degré de professionnalisation était tel qu'il y avait une division du travail interne, qu'au fond, ce travail d'aller rechercher l'argent, au fond, était alloué à une personne au sein de l'organisation qui pouvait décharger les autres, ce qui n'est pas toujours le cas dans les organisations de plus petite taille, moi, que j'étudie par exemple en France. Et donc cette question du financement à long terme demeure quand même un des nerfs de la guerre pour les mouvements, les mouvements sociaux, je pense, de tous les côtés de l'Atlantique. Alors j'avais vu tout à l'heure que je crois qu'il est parti, Sylvain Lefebvre était là. Je me rappelle une discussion que j'avais eue en fait avec des gens de l'Observatoire des profilages en fait à Montréal, bon, sur un tout autre objet, mais où il y avait des liens un peu avec le travail qu'on mène sur les libertés associatives et plus largement les libertés publiques, qui nous avaient raconté qu'ils avaient pu obtenir un financement philanthropique de 7 ans pour mener leur travail.
ce qui effectivement avait généré des étoiles dans les yeux des gens qui étaient autour de la table et notamment d'un certain nombre de Français qu'on puisse financer un projet, une campagne à certains égards, mais pour 7 ans, semblait effectivement relativement atypique au regard de ce à quoi on est habitué en France, mais aussi à certains égards aux États-Unis. Mais je ne sais pas dans quelle mesure voilà, cet exemple-là est tout à fait atypique également côté québécois, où si on le retrouve de façon plus fréquente et plus structurante. Merci beaucoup. Je vois aussi, alors dans le chat, Francis Charon mentionnait la possibilité qu'il y ait des embouteillages au portillon philanthropique, pour le dire simplement, dans un contexte d'austérité. Je sais que parmi nous, il y a des personnes qui travaillent dans des fondations qui sont engagées sur des questions, voilà, je pense à la Fondation Un Monde par tous. Comment la question budgétaire et les questions austéritaires, en fait, est-ce que cet effet embouteillage au sein des fondations, il apparaît, comment ça se traduit côté philanthropique? Catherine, j'imagine que de ton côté, ça n'est pas encore le cas, mais est-ce que vous vous préparez par exemple à ce genre d'éventualité qu'il y ait beaucoup de sollicitations? Comment faire les choix? Comment se pose la question en fait de faire entrer dans la file d'attente des agendas de lutte quand on est un responsable ou enfin au sein d'une coalition qui présente ce genre de cause. En ce qui concerne la Fondation pour la recherche sur l'endométriose, euh, en fait, on ne cible pas les fonds de dotation et les fondations. On a renoncé à ça parce que la santé des femmes ne rentre pas dans ce cadre-là. Enfin, en tout cas, pas la recherche médicale sur la santé des femmes. Voilà, on est en concurrence avec. Donc voilà, pour des raisons de priorisation des actions, parce qu'on est une petite structure et que je suis toute seule à faire ça. C'est pas notre angle d'attaque. Et on va chercher effectivement des entreprises qui ne sont pas très sollicitées. Voilà, de manière générale. Alors, il y a des exceptions, hein, mais voilà. Ou alors, je vois dans certaines entreprises où je ne rentre pas dans le cadre mécénal, avec le fameux programme dont je vous ai parlé tout à l'heure, ça m'a permis d'aller adresser d'autres directions que le mécénat ou que le véhicule philanthropique de l'entreprise. Donc là aussi, je suis sans concurrence. C'est-à-dire que bah là, j'ai signé par exemple avec une direction des affaires sociales, dans une autre entreprise avec une direction des ressources humaines. Et donc voilà, donc évidemment, mais la concurrence des causes, elle existait déjà avant qu'existe la Fondation pour la recherche sur l'endométriose. Elle va certainement s'accroître. Donc il y a des questions de comment développer les ressources sans dépendre enfin, on est en train de chercher voilà, comment aller chercher d'autres ressources que celles du mécénat, quoi. Voilà. Mais il y a encore quand même un beau potentiel. Moi, je suis plutôt optimiste. Merci beaucoup, Catherine. Je propose qu'on prenne une dernière question de Annabelle Berthiaume. Oui, bonjour. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt là, votre présentation. Merci. Peut-être pour me situer un peu, là, moi, je suis professeure à l'École de travail social à l'Université de Sherbrooke, donc pas à Montréal, mais tout près. Et puis, j'ai travaillé beaucoup avec Sylvain là, sur les questions de philanthropie. Puis j'avais envie de réagir à cette idée là, d'embouteillage au niveau des demandes parce que ça faisait écho avec une des enquêtes qu'on avait faites, nous, au Québec, où ce qu'on observait, c'est que c'est justement au tournant, en fait, des budgets austéritaires et puis toutes les réformes qui s'en sont suivies là, autour de 2015 particulièrement, que ça a été une impulsion qui a causé une coalition, en fait, de fondations engagées sur la question des inégalités sociales. Et c'est devant ce sentiment d'incapacité des fondations de pouvoir répondre aux questions d'inégalité sociale qu'il y a eu une volonté que les fondations elles-mêmes développent des pratiques de plaidoyer, d'advocacy, de revendication, puis même de lobbying avec le gouvernement. Cette coalition-là, elle a existé pendant 10 ans. Elle vient tout juste là, de décider de mettre fin à ses actions pour un paquet de raisons que j'étairai pas ici, mais je trouvais que c'est intéressant, en fait, là, j'avais envie de vous partager cette expérience-là parce que c'est vraiment la bougie d'allumage, en fait, du collectif des fondations québécoises contre les inégalités sociales. C'est cet effet d'embouteillage-là, puis un sentiment d'incapacité de répondre. euh,
Je pense que dans le milieu philanthropique, autant dans les milieux plus progressistes que conservateurs, il y a cette idée comme quoi les fondations viendraient euh, servir un peu le fameux seed money, là, mais financer des initiatives émergentes qui par la suite seraient récupérées par l'État, mais alors qu'on le remarque là, dans plein de milieux que c'est pas l'effet qui est escompté, là. Les financements publics sont de plus en plus rares et de plus en plus dirigés. Donc, en tout cas, merci beaucoup pour votre présentation. C'est très riche. Merci beaucoup à toutes et tous. Je vois qu'il est déjà 18h30 légèrement passé, donc on pourra en rester là. Mais merci beaucoup pour ces questions, pour ces débats qui, je l'espère, vont pouvoir continuer hors du webinaire. Enfin, c'est des questions quand même d'actualité, donc on sera sûrement invité à en reparler. Et notamment lors du prochain rendez-vous de PSSP. Je n'ai pas encore la date exacte, mais vous nous retrouverez sur les réseaux, que ce soit sur Blue Sky désormais ou sur LinkedIn. Et il y a toujours la page YouTube pour pouvoir revoir nos anciens extraits. Je vous remercie à toutes et tous, notamment aux intervenants et intervenantes, d'avoir participé à cette journée. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir. Merci Merci, au beaucoup. revoir. Bonne soirée. Merci Rémi.